Donc bonsoir. Alors, notre conférencier ce soir, il maîtrise une dizaine de langues, il en a même inventé une, certains d'entre vous le connaissent déjà. On lui a diagnostiqué une épilepsie dans l'enfance, puis le syndrome d'Asperger à l'âge adulte. Il est connu notamment pour sa synesthésie à l'origine de ses extraordinaires capacités de mémoire, et il a récité le 14 mars 2004 les 22 514 premières décimales de pi en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, établissant un nouveau record européen. Parmi ses œuvres les plus célèbres, nous pouvons citer le très poétique « Je suis né un jour bleu », « Embrasser le ciel immense » ou encore « C'est une chose sérieuse que d'être parmi les hommes », un écrivain unique au cœur de la diversité qui se prêtera à une séance de dédicace à l'issue de sa conférence. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec vous Daniel Tammet. Bonsoir. Je veux commencer d'abord par remercier Léo et Corinne, Thierry, Patrick et toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pour rendre cet événement possible ce soir. Et je remercie également bien évidemment le groupe VIF et Maïf et la ville de Dijon. C'est ma première fois ici à Dijon. Je suis ravi de découvrir cette belle ville. Je voudrais vous remercier également, bien sûr, d'être venu ce soir. Alors, avant toute chose, je voudrais expliquer le titre de cette conférence. Enfance, je n'ai pas besoin de me prolonger, mais le mot neuroatypique, c'est quelque chose de nouveau, voire de neuf. Il s'agit d'un mot qui a fait son entrée dans le dictionnaire français seulement il y a quelques mois. Neuroatypique, c'est une façon de raconter un fonctionnement cognitif différent de la norme. Autrefois, on disait autiste, la plupart du temps, autiste. Et avant cela, bien évidemment, il n'y avait pas de mot du tout. On disait, j'ai entendu plein de gens dire ça de moi, enfant, justement. Il est différent, il est excentrique, bizarre, exotique, solitaire. Donc neuroatypique, c'est un vocabulaire qui commence à entrer dans le dictionnaire et dans nos vies. Ça nous aide à nous comprendre parce qu'il s'agit en effet d'une différence cognitive naturelle qui touche environ 1-2% de la population. C'est quelque chose qui a toujours existé et bien évidemment, comme je vais vous expliquer en parlant surtout de mon propre parcours, de l'enfance en question, c'est quelque chose qui s'accompagne à la fois de difficultés certaines et en même temps de certains talents, de dons. Et autrefois, quand on parlait de personnes différentes, de personnes autistes, aujourd'hui de personnes neuroatypiques, souvent on mettait l'accent sur ce que les personnes n'arrivaient pas à faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on met l'accent plutôt sur ce que les gens peuvent faire, ce qu'ils savent faire. Donc je vais parler de mon parcours, mon enfance à moi, puis ensuite je vais parler un tout petit peu de mon tout nouveau livre qui vient de sortir en France. Certains ici, vous avez peut-être vu le livre à la télévision dans l'émission 7 à 8
par exemple. Et dans ce livre, je raconte l'enfance et la vie, le parcours de 9 hommes et femmes neuroatypiques, un Français très célèbre, on reviendra, mais également des personnes issues de plusieurs cultures, de plusieurs pays, de plusieurs langues. Mais tout d'abord, donc mon enfance à moi. Je suis né en Angleterre, il y a 45 ans de ça. Et à l'époque, mais tout d'abord, j'étais un bébé différent des autres. Mes parents, ils étaient très dévoués à l'idée d'être parents. J'étais l'aîné. Par la suite, ils avaient 8 enfants, donc 9, on était 9. Et ma mère, mon père, quand il regardait avec le recul, il se disait, mais en effet, Daniel, c'est vraiment un bébé, un enfant, pas comme les autres. Je pleurais tout le temps, j'avais des sensibilités très fortes par rapport à la lumière, par exemple, ou le son. J'avais du mal à comprendre. Je commençais à parler, je commençais à marcher, mais j'avais du mal à savoir comment m'exprimer, qu'est-ce qu'il fallait faire à tout moment. Le monde me semblait un mystère absolu. Et je n'avais pas la confiance ou le vocabulaire pour demander à mes parents qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ne comprends pas. Mes parents n'étaient pas très éduqués. Je suis né et j'ai grandi dans l'est de Londres. C'est un endroit plutôt de la classe ouvrière. Mon père avait autrefois travaillé à l'usine. Donc ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais ils avaient beaucoup d'amour. Ils avaient de bons instincts de parents et ils ont décidé de me confier à ces instincts-là et ils ont bien fait. Par exemple, une fois, je pleurais tout le temps. J'étais tout petit. Mes parents, de manière tout à fait instinctive, ils ont pris une couverture, ils en ont fait une sorte d'hamac, ils m'ont mis dedans et chacun de leur côté, ils ont pris la couverture, ils l'ont balancée doucement et ce rythme m'a calmé et je ne pleurais plus. Et puis mon père, il me promenait dans la poussette et c'était pour aller par exemple au parc ou pour faire des courses. Et il comprenait très vite que s'il ne prenait pas exactement le même chemin à chaque fois, mais j'allais pleurer. Donc il a respecté cela et puis il a compris aussi que j'étais attiré par les livres. C'était un grand amour pour moi. Avant même de savoir lire, je voyais les mots sur les pages et les chiffres et cela me faisait quelque chose. Et donc mon père, parfois, quand il m'amenait quelque part, un peu pour acheter la paix, sans doute, il décidait d'aller dans un magasin, de procurer tel et tel petit livre. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'était un petit livre, c'était pas très cher, et me l'offrir. Et je me souviens quand j'ouvrais ces livres, et je voyais les chiffres, c'était comme une image dans ma tête. Chaque chiffre a une image précise, c'est une sorte de langue visuelle. Et quand je regardais le chiffre 4, par exemple, c'était quelque chose dans ma tête, quelque chose de pointu, de bleu et de pointu. Et c'était timide. Et je me disais, enfant, je suis comme le chiffre 4. Je suis timide comme le chiffre 4. Et je tournais la page, c'était le chiffre 6.
Et je me sentais triste. Enfin, j'avais un sentiment comparable à la tristesse parce que le 6, chez moi, c'est un trou noir, un tout petit trou noir, tout froid et noir. Et quand autour de moi, quelqu'un parlait de la tristesse, de se sentir triste, je me voyais dans la noirceur de ce chiffre-là. Je me disais, mais c'est ça, d'être triste. Quand je tournais encore les pages et je tombais sur le chiffre 11, je me disais, mais quelle beauté! C'était comme quelqu'un dans la nuit qui apporte une lumière très forte, très vive. C'était quelque chose de très beau. Quand je voyais quelque chose de très beau, tout de suite, je me disais, ah, comme c'est comme l'11. La première fois que je voyais la neige en Angleterre, dans les années 80 à Londres, c'était à l'époque où, avant le changement climatique, il était encore possible d'avoir de la neige l'hiver en Angleterre. Il neigeait un jour donc, et je voyais cela par la fenêtre, c'était comme du sucre qui tombait, je n'avais jamais vu ça, mais tout de suite, de manière instinctive, je me disais, c'est le chiffre 89, parce que le chiffre 89, c'est un peu comme ça, c'est comme quelqu'un qui fait tomber du sucre ou du sel, et ça fait comme on voit quand on voit la neige qui tombe. Et donc, il y avait ce langage visuel, numérique, dans ma tête. Et puis, il y avait des mots aussi que je voyais également en couleur. Quand je regardais les mots dans un livre, chaque mot, ou presque chaque mot, avait sa propre couleur, une texture. Je trouvais ça extrêmement beau. J'allais donc tout naturellement à la bibliothèque. D'abord parce que, comme je vous ai expliqué, ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, n'avait pas beaucoup d'accès à la culture, pas de théâtre, pas de musée, même pas spécialement le cinéma. Mais il y avait cette bibliothèque locale. C'était bien évidemment gratuit, ouvert à tous. La première fois, c'est mon père, je pense, qui aimait beaucoup lire, qui m'a amené et regardait autour de nous tous les livres et me disait, mais tu vas aller là, tu vas aller là, tu veux lire quoi, tu veux... Et je ne savais pas. Tout le livre me semblait magique, merveilleux. Je me promenais entre les livres. J'étais tout petit, j'étais grand comme 2 étagères seulement de livres. Mais je me promenais, je voyais sur chaque livre un nom différent. Et j'avais peut-être 5 ans. Donc, dans cette imagination âgée de 5 ans, je me disais, si je regarde, si je me promène et je cherche suffisamment longtemps, je vais tomber sur le livre avec mon nom dessus. Je vais le trouver. Et j'ai cherché partout en me disant, c'est pas possible, il y a un livre ici avec mon nom dessus, il y a tous les noms, il y a sûrement le mien aussi. Je me disais que chacun avait son livre avec l'histoire de sa vie dedans. Et si seulement j'arrivais à mettre la main dessus, je pourrais l'ouvrir par la fin, parce que j'aime pas trop les surprises, enfin peut-être les très bonnes surprises. Commencer par la fin pour savoir comment ça allait se terminer, qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie. Et comme ça, j'allais pouvoir peut-être même
tromper le destin et faire autrement que ce qui était déjà imprimé dans ce livre. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé le livre, bien sûr, et ce n'était qu'avec le recul des ans plus tard, bien plus tard, que j'ai compris que pour trouver ce livre, il fallait l'écrire d'abord. Et c'est ce que j'ai fait par 10 fois depuis. Et aujourd'hui, c'est une fierté spéciale, particulière de me dire que partout dans le monde, dans une trentaine de langues, je peux trouver mon livre, mes livres, dans les rayonnages de librairies, de bibliothèques, partout. Quand j'ai commencé l'école, c'était une école tout à fait classique. À l'époque, on ne parlait pas de neuroatypique ni d'autiste. On ne parlait pas de la différence. On ne parlait pas de surdoué non plus. Donc j'allais à l'école, comme mes frères et sœurs, par la suite. J'ai essayé de jouer avec les autres enfants, je n'arrivais pas. Les enfants ne me comprenaient pas. Pourtant, j'étais élevé en anglais. C'était la seule langue que mes parents parlaient. J'entendais sans cesse l'anglais. Mais quand j'ai essayé de parler en anglais, les mots ne sortaient pas ou sortaient difficilement. Et quand bien même les mots sortaient, c'était les mots issus de tel ou tel livre. C'est comme si je parlais comme un livre. Les enfants se moquaient de moi, m'harcelaient. J'étais trop différent. J'allais donc dans la bibliothèque chercher d'autres livres, me disant que seulement si je trouve le bon livre, je vais réussir à apprendre à parler comme les autres enfants. Et à chaque fois, je trouvais un roman, je me disais, ça c'est bien un roman. Parce que dans un roman, on peut vraiment lire, littéralement lire dans la pensée des autres. Donc, il suffit que je lise les phrases, je saurai les pensées, je saurai comment exprimer ces pensées et je saurai me faire passer pour un enfant comme les autres. Je mémorisais les phrases, j'allais le lendemain dans la cour de récréation, très sûr de moi, je m'exprimais et les enfants me regardaient avec les gros yeux. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne te comprend toujours pas. Et donc je me disais, mais c'est mauvais, les livres sont mauvais, ils sont mal écrits. Je vais retourner trouver de meilleurs livres. Et sans doute, ça m'a malgré tout aidé à apprivoiser l'anglais de plus en plus. Cet aller-retour sans cesse entre l'école et la bibliothèque, même si je n'arrivais jamais à parler parfaitement l'anglais de mes frères et sœurs, des camarades de classe, mais peu importe, j'avais mon anglais à moi. Et avec cet anglais, je me faisais malgré tout quelques amis. Je pense que ce n'est pas un hasard que ces amis n'étaient pas d'origine anglaise. On vivait donc dans l'est de Londres. Il y avait une forte population, une grande population issue de l'immigration. Parmi ces enfants, un garçon, la peau basanée, ses parents avaient fui l'ayatollah en Iran pour trouver refuge en Angleterre. Et ce garçon, il était doué, il aimait beaucoup les mathématiques, donc on avait tout de suite un point en commun, les chiffres. Et puis également, il aimait les mots. Il maîtrisait à merveille l'anglais, je ne sais pas comment. Il a appris très vite. Et donc on jouait ensemble, on discutait de tout, mais ce qu'il aimait plus que tout, c'était jouer au Scrabble. Et je me souviens encore du plateau sur l'herbe dans son jardin. On jouait, on mettait des mots. Lui, il
il avait un vocabulaire remarquable. Il était très fort. Mais à chaque fois qu'on jouait, j'arrivais à mettre des mots que lui il ne connaissait pas et était scotché. En fait, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est que même si j'étais censé être l'anglais, celui pour qui l'anglais était la langue maternelle, il m'arrivait parfois d'inventer mes propres mots en anglais, des mots qui en réalité n'existent pas dans le dictionnaire anglais. Et lui, parce qu'il était très doux, très gentil, et parce qu'il se disait, mais c'est lui l'anglais, pas moi, il me faisait à chaque fois confiance. Et donc à chaque fois, je gagnais. C'est lui, avec cette douceur qu'il avait, qui m'a encouragé beaucoup aussi. Un jour, je lui ai donné un petit papier. Il y avait des chiffres dessus. Ce n'était pas un numéro de téléphone, c'était un poème écrit en chiffres. Les formes, les couleurs, les textures qui, à mes yeux, créent toute une poésie. Et je voulais qu'il le regarde, qu'il le lise, ce texte. Bien évidemment, il a regardé, il a lu. Pendant un instant, il n'a rien dit. Et après, il m'a dit avec énormément de gentillesse, je ne sais pas trop lire ça, Daniel, mais ça a l'air très intéressant. Il faut continuer à écrire. Et c'était un encouragement précieux. Par la suite, je suis allé au collège et c'est là où j'ai commencé à apprendre les langues. J'avais peu de temps avant le collège appris l'existence même d'autres langues. Il y avait cet ami iranien et avant même l'ami iranien, il y avait une voisine. Ça, c'était la toute première fois et c'est très important pour la suite. Cette voisine, elle s'est installée à 2 portes de chez mes parents. Elle était finlandaise. Je ne savais pas ce que ça voulait dire finlandaise. Elle avait des cheveux blonds, les yeux bleus, comme moi d'ailleurs. Et elle avait une fille de l'âge de ma sœur. Les deux jouaient ensemble. Et j'ai appris ainsi que la mère voulait apprendre à sa fille sa langue maternelle, la langue de sa mère, c'est-à-dire le finnois, langue assez complexe qui n'a rien à voir ni avec l'anglais ni avec, par exemple, le français. Et la fille de la mère ne voulait pas. Elle avait déjà 6 ou 7 ans, je crois. Elle ne voulait pas apprendre une langue tellement différente. Elle voulait être comme les autres filles à l'école. Donc, la mère a donné un jour un imagier finnois à sa fille. Et la fille, ne voulant pas apprendre cette langue, de manière peut-être sournoise, a décidé de donner le livre à ma sœur. Et ma sœur a tout de suite pensé à moi. Elle me l'a donné. Et quand j'ai ouvert les pages de ce livre, ce tout petit livre, c'était comme une sorte de magie. Je voyais les images des choses, on dirait, banales, une pomme, par exemple. Et en même temps, à mes yeux, dans ce monde si incroyablement complexe, rien n'est banal. Et même une pomme, quand on regarde dans la peinture de Cézanne, par exemple, n'a rien de banal. Et là, je voyais cette pomme rouge, je voyais le mot en finnois en dessous de l'image, omena. Et je me disais, mais c'est incroyable, c'est tellement beau, c'est comme si le mot lui-même est une image. Je trouvais même que l'image, le mot en image ressemblait beaucoup à une pomme. Je tournais la page, c'était un chat.
Kissa en finnois. Je tournais la page. Un chien, koira. Je me disais, mais c'est tellement beau. Et je me rendais compte, ça existe. Il y a d'autres langues, il y a d'autres façons d'être au monde. Je ne suis pas si différent que ça. Seulement, je suis né dans le mauvais pays, dans la mauvaise langue. Je suis finlandais. J'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blonds. Je comprends. Je tournais la page, il y avait une maison tout à fait simple, comme un dessin d'enfant. Un triangle pour un toit, un carré, peut-être une porte, une fenêtre. Et néanmoins, cette maison toute simple, j'avais grandement envie de m'y installer, d'y vivre. Je me disais, j'aimerais tellement vivre dans la maison de la langue finnoise. Là, au moins, je me sentirais pour la toute première fois de ma vie chez moi. Impossible néanmoins d'arracher beaucoup de mots de la mère. Elle était tellement frustrée par sa fille. Elle ne voulait pas enseigner la langue à un garçon d'un voisin. Donc, je suis resté là jusqu'au collège et là, j'ai découvert le français et puis l'allemand aussi. Et là, je me disais, mais c'est formidable. À chaque fois que j'apprends une langue, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans ma tête, une autre façon de voir les choses. Et je me disais aussi, il y a la concurrence finalement. Peut-être je ne suis pas finlandais, peut-être je me suis trompé, peut-être je suis allemand. Parce qu'il y a pas mal d'Allemands avec les yeux bleus et les cheveux blonds aussi. Et il y avait, je me souviens, une professeure d'allemand, très gentille. J'ai eu beaucoup de chance avec mes professeurs la plupart du temps. Et cette dame, elle s'appelait Frau Korkeo, donc mariée à un Anglais, mais d'origine allemande. Un jour, elle a décidé, elle m'aimait bien, de m'inviter chez elle après les cours. Et j'ai accepté volontiers, parce que je l'aimais bien aussi. Les autres enfants, parfois, étaient cruels, se moquaient d'elle. Je savais très bien à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que ça faisait chez quelqu'un, qu'on se moque de vous comme ça. Et j'avais donc beaucoup d'affection pour cette âme, c'était mutuel. Donc, elle a eu cette gentillesse, elle m'a invité chez elle. Je prenais le bus. Vous voyez les bus en Angleterre, les bus à double étage, rouge, les bus impérial, je crois qu'on dit en français. Et je montais toujours à l'étage. Je me mettais devant. Parce que quand on est comme ça et le bus roule vite, on a l'impression de voler. Et je volais donc à chaque fois, après les cours, à l'adresse de ma professeure d'allemand. J'entrais, on discutait autour d'un thé. Parce que ce n'est pas un cliché, on boit vraiment beaucoup de thé en Angleterre. Et autour d'un thé, donc, on discutait en allemand, parce qu'elle était quand même payée pour me parler en allemand. Et puis après, elle a dû se dire, ou je me disais, c'est pour ça qu'elle se dit, c'est après les cours, après tout, elle est plus payée. Elle peut très bien me parler en anglais, donc elle me parle en anglais. Et on a une conversation. Et j'apprends, grâce à elle, comment tenir une conversation en anglais. C'est drôle. Ma langue maternelle. Et c'est une professeure d'allemand qui m'apprend à tenir une conversation en anglais. Là aussi, c'est le recul des ans qui m'aide à comprendre cela. Et je dois beaucoup à cette dame aussi. Par la suite, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Mes parents pensaient que j'allais continuer mes études, j'allais aller à l'université parce que j'étais doué. Les enfants le pensaient,
certains professeurs me le disaient, mais personne dans mon entourage, personne n'était allé à l'université. Et même à 18 ans, je n'avais pas assez de confiance, je n'avais pas assez de maîtrise des codes pour me dire je vais pouvoir partir, je vais pouvoir m'installer, je vais pouvoir apprendre comme ça. J'avais néanmoins grandement envie de partir parce que je savais que ma vie d'adulte, ça n'allait pas se passer en Angleterre. Je me sentais trop comme un étranger. Comme j'ai expliqué, quand je parlais en anglais, les autres enfants ne me comprenaient pas. C'était presque comme si j'avais un accent quand je parlais ma langue maternelle. Donc je me disais, autant aller à l'étranger, parce que là, au moins, je vais me sentir paradoxalement moins étranger. J'ai découvert l'existence d'un programme organisé par le gouvernement qui permettait à des jeunes de partir, passer une année à l'étranger. C'était dans les années 90, peu de temps après la chute de rideau de fer, comme on l'appelait autrefois. Et il y avait une demande. On voulait que les anglophones aillent dans ces pays-là enseigner l'anglais. Mes parents avaient une peur incroyable à l'idée de me voir partir, et surtout de me voir partir derrière l'ancien rideau de fer. Mais ils se disaient, il va être bien entouré. C'est un programme gouvernemental, et puis il veut partir. On ne peut pas l'empêcher de partir. Donc, je me suis inscrit, j'ai passé des entretiens, j'ai été choisi. Et on aurait pu m'envoyer en Russie, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, comme certains des autres bénévoles. On m'a envoyé en Lituanie finalement, pays baltes, 1000 kilomètres de l'Angleterre, pays pendant 50 ans occupé par les soviétiques, donc pays martyrisé, mais devenu très fier de leur pays, de leur culture, de leur langue. Et quand je suis arrivé, j'enseignais l'anglais dans un centre pour femmes, pour aider les femmes à trouver un emploi. Et c'était comme si j'avais tant de mères et de grand-mères adoptives. Elles s'occupaient de moi. Elles faisaient parfois la cuisine pour moi. Elles m'enseignaient à moi. J'étais censé être leur professeur, mais c'était aussi le contraire. Elles m'enseignaient le lituanien, par exemple, leur langue. Elles m'expliquaient leur histoire. Le fait que la parole, c'était quelque chose de tellement fort que ça peut faire trembler un régime comme le régime soviétique, qui interdisait pendant 50 ans aux gens de parler leur propre langue, par peur. Les Lituaniens, ils étaient obligés de cacher des livres sous les planches ou dans un champ. Et je me disais, je n'avais pas encore la vocation d'écrire, mais je me disais déjà à cette époque, mais c'est incroyable ce pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'écriture. Rien qu'un livre, ça peut faire trembler un despote, ça peut faire trembler des régimes. J'avais beaucoup d'admiration pour ces personnes, pour ce pays, et je me sentais à l'aise avec les Lituaniens. Quand je me promenais dans les rues, et les gens parfois me voyaient,
J'étais un peu différent, bien sûr, toujours différent. Et quand je parlais en lituanien ou en anglais, j'étais différent. Mais ça passait. Ça passait mieux en Lituanie qu'en Angleterre. Je, je savais quoi dire pour expliquer ma différence. Je leur disais, Atsiprashao, excusez-moi, Achesu Bretas, je suis britannique. Et à ces mots, les Lituaniens disaient, ah, comprends mieux, il est britannique. Bien sûr, il est excentrique, il est britannique. Quand je suis retourné en Angleterre, je n'avais plus cette excuse. J'étais tellement frustré et je me sentais désemparé. Je n'étais pas encore prêt à aller à l'université. L'université, finalement, c'était l'université qui, des années plus tard, irait vers moi. J'ai étudié dans une université qui s'appelle l'Open University. C'est une université à distance. Et pendant des années, j'ai obtenu, grâce à cette université, leur façon d'enseigner, façon ouverte à tous, les sciences humaines. Mais à l'époque, à peine la vingtaine, je n'étais pas encore prêt. Donc je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je regardais en arrière mon enfance. Je regardais vers l'avenir ensuite. Je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'il n'y avait pas encore de modèle. Personne autour de moi me ressemblait suffisamment pour que je me dise c'est possible de faire comme ci ou de vivre comme ça. Donc je lisais beaucoup, je réfléchissais beaucoup. Puis un jour, je me suis souvenu de quelque chose, presque comme un air de musique. Et une fois que c'était dans ma tête, ça m'a habité, ça ne m'a plus quitté. C'était le nombre pi. Et ce nombre, c'était quelque chose que j'avais appris, comme vous tous, j'imagine, au collège, ou peut-être pour certains à l'école. Pour moi, c'était plutôt au collège. Et je me souviens déjà à l'époque, je me disais, ah, c'est frustrant, on apprend seulement 3,14. Et c'est bête comme façon d'enseigner le nombre. Pi, c'est comme si on enseignait, disons, Molière avec seulement les 2 ou 3 premiers mots de ces pièces. Et j'avais envie, je sentais l'histoire dans dans ce nombre. Chaque chiffre, avec ses couleurs, ses textures, quand je les lisais, ça faisait comme toute une poésie visuelle, un paysage, un endroit où je me sentais chez moi, comme la maison dans l'imagerie finnois. Mais à cette époque, donc j'avais cette idée, mais je n'avais même pas encore les chiffres. Après la Lituanie, on m'a donné un peu d'argent. Pas beaucoup d'argent, mais un peu d'argent, parce que je devais quand même travailler une année pour le gouvernement britannique, enseigner l'anglais en Lituanie. On m'a donné un tout petit peu d'argent. Avec cet argent, ma famille a pu acheter pour la première fois un ordinateur. Et avec cet ordinateur, j'ai pu chercher en ligne et j'ai trouvé, c'était très lent à l'époque, dans les années 90, avec des modems, si vous vous souvenez des modems. Ça faisait un bruit pas possible. C'était tellement lent. Mais finalement, je suis tombé sur un site web. Et c'était un site web japonais, un ordinateur, super ordinateur, on les appelle, à Tokyo. Sa raison d'être, c'était le calcul des chiffres de nombre pi. Je trouvais ça incroyable. J'ai regardé. J'ai décidé d'imprimer
des pages et des pages et des pages de ce nombre. Tellement de chiffres sur chaque page et tellement de feuilles, j'aurais pu en faire toute une tapisserie dans ma chambre. Et avec ces feuilles, d'abord de manière inconsciente et puis de manière tout à fait consciente et par cœur, comme on dit, vraiment par cœur, avec beaucoup d'amour et d'émotion, je me suis plongé dans ces chiffres, dans ce pays numérique, dans ce poème écrit en chiffres. Et je me disais, c'est tellement beau, j'avais envie de partager ça avec les gens. Et un jour, j'en ai parlé avec quelqu'un. Enfant, comme beaucoup d'enfants neuroatypiques, je faisais des crises d'épilepsie. Et des années plus tard, j'en ai parlé, je faisais plus de crises, heureusement. Et je parlais à quelqu'un, et lui, il était responsable d'une association caritative qui aidait les personnes qui souffraient d'épilepsie. Il m'a dit, ça là m'intéresse beaucoup. J'aimerais vous aider à organiser quelque chose. Donc on a organisé ensemble une récitation de nombre pi à Oxford. C'était il y a 20 ans. Et le jour même, il y avait un public, parce qu'il y avait un article dans le Times qui racontait l'histoire de ce jeune homme que j'étais autrefois, un jeune homme qui parle la langue du nombre pi. Cela a attiré beaucoup de monde, beaucoup de curieux, des gens de tous les bords possibles, tous les parcours possibles. Il y avait des mathématiciens, bien évidemment, certains d'ailleurs avec des crayons qui vérifiaient chaque chiffre que je récitais, parce qu'il fallait quand même s'assurer que je ne disais pas n'importe quoi, que c'était bien le nombre pi que je récitais. Mais les autres, c'était simplement des gens comme vous, des gens comme tout le monde, les gens venus pour écouter et s'émouvoir finalement, parce que face à ce jeune homme que j'étais, timide comme le chiffre 4, je commençais à réciter. J'avais récité ce nombre devant personne avant, seulement pour moi-même. C'est une chose de réciter devant tout un public, et j'avais très peur, ma voix tremblotait. Et puis, après 1000 chiffres, je me suis arrêté brusquement. Je me disais, est-ce que je peux continuer? Je ne savais pas. 1000 chiffres, c'était déjà beaucoup. J'étais déjà un peu fatigué. Je me disais, comment je vais continuer? Comment je vais faire? Et puis, je me suis repris et j'ai continué tout simplement comme ça. Les chiffres m'ont porté. L'histoire que ce nombre racontait dans ma tête et dans ma bouche, c'est une histoire merveilleuse. 3,14, c'est pas 3,14 pour moi. C'est un paysage très vert. Il y a un jeune homme sur, on va dire, une colline, sur ce paysage, il regarde, il voit qu'il y a plein de choses devant lui. Il ne sait pas encore exactement quoi, mais il sait que c'est le début d'une aventure merveilleuse. C'est ça 3,14 pour moi. Et donc quand je récitais, c'était pas un ordinateur, c'était pas un calculateur sur pattes qui récitait, c'était un jeune homme âgé de 25 ans, autiste. J'allais être diagnostiqué autiste cette même année. Pour la première fois, j'avais ce mot-là. Et puis par la suite, le mot neurodivergent, neuroatypique. Mais ce jour-là, peu m'importer comment on m'appelait, avec quel mot on me décrivait. J'étais simplement ce nombre. Je racontais l'histoire. Les gens écoutaient, ils étaient fascinés. C'est un nombre infini. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il y a toute combinaison numérique possible quelque part dans les chiffres de nombre pi. Les gens écoutaient, ce jour-là, ils entendaient par moments le téléphone.
par exemple un numéro de téléphone. Ils écoutaient, ils entendaient leur date de naissance, le jour et le mois et l'année. Ils entendaient le mot de passe. Et ils avaient peur. Est-ce que les autres s'en compte? Ils entendaient sans le savoir le jour de la future mort. Parce que tout est au sein de ce nombre infini. Et puis il y avait autre chose aussi. Ils entendaient l'émotion dans ma voix et la façon dont je récitais, parfois lentement, quand je récitais une séquence avec plein de chiffres comme 9 et 8. 9 et 8, c'est lourd. Chez moi, c'est lourd. C'est pesant. Ça ralentit la voix. Et puis par moments, il y avait plein de 1 et de 3. C'est des chiffres plus légers, plus doux, plus fluides. Et là, ma voix montait vers les aigus. On entendait comme si dans une forme d'orchestre, des flûtes commencent à jouer. Et là, il y a toute une musique. Et puis, simplement, le spectacle de cet homme, jeune homme que j'étais autrefois, qui incarnait par son seul corps et son souffle l'éternité même, pendant 5 heures et 9 minutes et 24 secondes. Et à la fin, je m'arrêtais donc, j'étais tellement fatigué, c'est comme si j'avais couru 2 marathons dans ma tête. Et même épuisé, je ressentais l'émotion dans la pièce. Je voyais les gens émus jusqu'aux larmes. Et je me disais à ce moment-là, si j'ai un don, ce n'est pas seulement un don pour compter, mais pour raconter. Et à partir de ce jour, je me suis dit, j'ai une vocation, c'est de raconter. Et c'est à partir de là où j'ai décidé d'écrire, vraiment d'écrire. Je racontais ensuite l'histoire de ma vie dans un livre qui a connu un très beau succès ici en France. Je suis né un jour bleu. Par la suite, je me suis installé en France. Je suis devenu pleinement français. Je pense même en français. Apparemment, je parle en français même dans mon sommeil. Et j'écris dans les 2 langues, l'anglais et le français. J'ai terminé, on n'a que quelques minutes, je termine sur le nouveau livre donc. Ça s'appelle Des pierres, ils ont fait des étoiles. Ça vient d'un poème de Rilke, un poète allemand, pour raconter la vie intérieure. Il disait que parfois notre vie intérieure, c'est lourd, c'est comme une pierre. Et parfois même le même jour, ça peut briller comme une étoile. Et puisque je raconte dans ce livre le parcours, la vie intérieure de 9 hommes et femmes neuroatypiques que je considère extraordinaires, j'avais envie de raconter leur vie telle qu'elle. Des moments où ils se sentaient pierres et les autres étoiles. Il y a 9 histoires, c'est très varié, on découvre toute la diversité au sein de la neurodiversité. Ça va d'un enfant non-verbal jusqu'à une romancière, donc un autisme très verbal. Le garçon devenu homme aujourd'hui non-verbal, bien évidemment, je n'ai pas pu parler avec lui directement, j'ai parlé beaucoup à sa maman qui m'a raconté sa vie. C'est aussi donc l'histoire de sa famille, de sa mère qui a dû se battre comme une lionne pour que son fils puisse vivre avec les autres. Quand il a été diagnostiqué,
autiste non-verbal, c'était il y a 30 ans de ça. Les médecins disaient à sa mère, mettez-le dans une institution. Elle a refusé. Elle a aimé, elle a accompagné. Il a appris à s'exprimer différemment, avec la peinture, avec la musique, avec le yoga. Aujourd'hui, il a même un ordinateur avec une voix dessus. Il peut appuyer sur les boutons et l'ordinateur parle. Donc il a pu trouver sa voie. Il y a aussi l'histoire d'une... je ne vais pas pouvoir raconter toute l'histoire, mais je vais terminer sur 2 histoires très rapidement. L'histoire d'Amanda australienne qui est autiste, mais elle est aussi née aveugle. Elle est devenue chercheuse en sciences humaines. Elle a beaucoup de talent. Elle apprivoise les textes, non pas comme moi de manière visuelle, mais de manière tactile. Elle utilise le braille, donc le toucher, mais elle utilise dans sa vie quotidienne le son. Elle utilise ses oreilles. Ses yeux, ce sont ses oreilles. C'est un phénomène qui s'appelle l'écholocation. On l'utilise quand on est chauve-souris, quand on est baleine. Amanda l'utilise aussi. Quand elle entre dans une pièce, elle peut savoir les dimensions de la pièce, la hauteur du plafond. Elle peut savoir où sont les chaises, où est la table, est-ce qu'il y a des fenêtres, des rideaux, parce qu'elle les entend. Elle ne les voit pas, elle les entend. Il y a une bouteille d'eau sur la table ici. Si Amanda était ici et suffisamment proche de la table, elle serait capable de nous dire est-ce qu'il y a beaucoup d'eau dans la bouteille ou pas? Est-ce que c'est rempli, à moitié rempli, ou est-ce que c'est vide? Parce qu'à chaque fois, ça fait un son différent. Et son cerveau, sans doute aidé par son autisme, est capable de traduire ces sons de manière incroyablement juste pour recréer le monde en 3 dimensions dans sa tête. Donc je raconte sa vie, je raconte son parcours. C'est elle, bien sûr, au départ, qui m'a tout raconté. Pendant des heures et des heures, des interviews, des recherches, une belle amitié aussi qui s'installe entre moi et ces personnages. Et puis, pour terminer, Warren, un Anglais comme moi. Il a été diagnostiqué beaucoup plus tardivement que moi. Il a dû attendre 50 ans pour découvrir qu'il était lui aussi autrefois un enfant neuroatypique. Harcelé à l'école, il a décidé par la suite de se battre contre les harceleurs chez les adultes aussi. Il est devenu policier, il est devenu enquêteur. Il a aidé à résoudre 92 meurtres en Angleterre. Dans le chapitre que je lui consacre, il y a le cas le plus complexe qu'il a aidé à résoudre, un meurtre qui semblait complètement illogique. Et ses collègues neurotypiques, comme on vous appelle, ne savaient pas comment faire. Et lui, grâce à son autisme, pas malgré son autisme, grâce à son autisme, à l'intelligence qui est la sienne, il a réussi, je ne vous raconte pas bien sûr ici, maintenant, vous le découvrez, j'espère, il a su trouver les indices infimes que ne voyaient même pas ses pairs neurotypiques. Il le doit beaucoup, bien sûr. Il travaille toujours en équipe. Mais c'est ce don du détail aussi et de cette intelligence pas comme les autres qui l'aide à trouver le coupable.
Et donc 9 histoires, 9 enfances neuroatypiques, mais aussi 9 adultes aujourd'hui, un acteur hollywoodien, un chirurgien, une romancière, comme j'ai dit, un psychologue, tous différents, mais tous aujourd'hui épanouis, non seulement grâce à leur talent, mais aussi au progrès de notre société qui évolue, qui comprend mieux la différence, qui respecte, qui l'accompagne. Il reste du chemin à faire, bien sûr, mais il ne faut pas perdre de vue tout le progrès qu'on a accompli ensemble. Et si je suis aujourd'hui un pont entre deux intelligences, neuroatypiques, c'est pour que ce dialogue continue et s'installe dans la durée. On a tellement à se dire et à apprendre l'un de l'autre. Merci de m'avoir écouté.